Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson. Merci d'être ici parmi nous. Jean-Frédéric est un homme politique français, membre de l'Union pour la majorité présidentielle. Il était à Rambouillet depuis 2004 à 2007. Il a été également représentant des Yvelines entre 2007 et 2017. En 2013, il a été élu président du Parti démocratique chrétien, fondé par l'ancienne ministre Christine Boutin, qui a été rappelée via La Voix du Peuple en 2020. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui, merci beaucoup Jean-Frédéric d'être parmi nous. Merci. Merci de votre accueil, de votre invitation. Sorry for our friends coming from abroad. Je suis désolée pour nos amis qui nous arrivent de l'étranger puisque nous sommes en France et je suis français. Je vais m'exprimer en français. Merci donc de votre invitation, de cette organisation. Je précise que je ne suis pas exactement... J'étais, quand j'étais parlementaire, membre sous la mandature de Nicolas Sarkozy de la majorité, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui pour un certain nombre de raisons. Qui tiennent aussi à ma présence parmi vous ce matin. Je vais essayer de vous dire d'abord pourquoi nous sommes là, enfin pourquoi moi je suis là, pourquoi vous êtes là, vous le savez, je ne vais pas vous le dire, mais il me semble que ce serait intéressant d'identifier les raisons pour lesquelles nous sommes venus, d'essayer de comprendre qui sont nos adversaires et de partager avec vous quelques réflexions sur ce que j'ai entendu d'ailleurs ce matin, la manière de faire prospérer ce magnifique combat de la liberté et d'éducation. D'abord, il me semble que nous sommes là ce matin parce que, et merci à notre ami brésilien de l'avoir rappelé, nous sommes là ce matin parce que, en Europe en tout cas, et je ne parle que de la France parce que je ne connais guère que la France en termes de situation éducative. Par ailleurs, j'ai passé beaucoup d'années dans le système éducatif français quand j'étais élève, pour des raisons qui n'apporteront pas à ma gloire personnelle. Donc je peux dire que je connais bien ce système pour le coup. Si des familles éprouvent le besoin d'enseigner elles-mêmes leurs enfants, c'est d'abord parce que le système éducatif ne donne pas satisfaction. Personne n'aurait cette idée, sauf des cas particuliers de maladie ou de handicap profond ou d'impossibilité de se rendre sur les lieux de l'école, ce qui existe bien sûr. Mais personne n'éprouverait le besoin d'enseigner soi-même à ses enfants si le système éducatif faisait son travail. C'est-à-dire s'il était à la fois respectueux de l'acquisition des savoirs sur le plan pédagogique, respectueux de la culture qu'il est censé transmettre, comme vous l'avez très justement rappelé, et respectueux de la liberté des enfants et des familles elles-mêmes. Or, en tout cas en France aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, en tout cas en France aujourd'hui, l'éducation nationale n'est plus rien de tout ça. Elle n'enseigne plus, elle ne respecte pas et ne transmet pas sa propre culture, et elle ne respecte pas la liberté des familles et des enfants. Je parle ici de leur liberté de conscience, de la liberté d'éduquer et de leur liberté de transmettre. Je suis triste de devoir vous dire ça, comme Français. Je précise d'ailleurs pour Mike et sa prise de position, sa prise de parole tout à l'heure, nous avons, mon cher Mike, aussi des salles un peu plus grandes en France, mais ce n'est pas ce que nous avons de plus grand, et je précise que nous sommes toujours champions du monde de football au moment où nous parlons. Ça changera peut-être dans quelques mois, mais pour l'instant, c'est encore nous. C'est encore nous. Je suis triste de dire ça de mon pays, mais c'est la vérité. Et j'ai eu comme maire de Rambouillet à accompagner l'ouverture d'une école hors contrat, il y a maintenant 18 ans, qui est très prospère, qui fait partie des 120 et quelques mille élèves qui sont accueillis dans ces écoles tous les jours de l'année en France, en enseignement primaire, au collège et au lycée. J'ai fait mes études dans une université, pour une partie, dans une université qui est une université libre, qui n'est pas sous contrat et qui est indépendante de toute forme de lien. J'en étais même le président pendant quelques années, il y a longtemps. Et donc je vois bien que
ces systèmes alternatifs d'éducation se développent parce que le système avec un grand S ne fait pas son métier. C'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, pour laquelle je soutiens très activement ce mouvement de liberté d'éducation, c'est que se développe un projet politique, en Europe en tout cas, et en France très certainement, qui n'aime pas la liberté des familles et des personnes. Nous l'avons mesuré dans le monde entier, mais en Europe particulièrement, à l'occasion de la crise sanitaire. J'ai été comme chef de parti politique devant le Conseil d'État pour faire rétablir la liberté religieuse qui était menacée, pour ne pas dire réduite, par les dispositions qui portaient sur le confinement. Nous avons gagné d'ailleurs cette procédure. Et donc, je pourrais citer des dizaines d'exemples de rabotage progressif de nos libertés fondamentales, qu'elles soient des libertés individuelles ou des libertés publiques, et qui sont maltraitées par les gouvernants français d'aujourd'hui. Et je sais qu'il en va de même malheureusement dans beaucoup d'autres pays d'Europe et du monde. Nous sommes en train, subrepticement, d'adopter ce qu'un grand universitaire américain s'appelle Noam Chomsky. Ça n'est pas tout à fait mon camp politique, mais je respecte ce grand intellectuel. Noam Chomsky appelle ça le capitalisme de surveillance. Les Chinois appellent ça le crédit social. C'est exactement ce qui est en train d'être mis en place dans les pays européens, sous l'égide de la Commission européenne, et dans une espèce d'anesthésie totale des peuples qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de leur faire. Voilà le contexte politique dans lequel nous évoluons, nous sommes censés évoluer. Et puis il y a un troisième élément, qui est que, et merci encore à nouveau de nous avoir rappelé ça tout à l'heure, nous devrions être fiers de la culture que nous autres Européens portons. Si nous ne le sommes pas, c'est d'abord parce que nous sommes devenus paresseux. Deuxièmement, nous sommes devenus socialistes, au pire sens du terme. Il y a peut-être des militants socialistes parmi vous, donc je respecte les engagements. Je veux dire, nous avons pris l'habitude de faire porter par l'État des choses que nous devrions faire nous-mêmes. Et troisièmement, les générations qui nous précèdent nous ont donné honte de ce que nous sommes. Et en fait, elles prônent une forme de déracinement, considérant que la culture dont nous sommes les héritiers a produit des guerres, des malheurs dans le monde entier. Vous savez, c'est ce qu'un philosophe français a appelé le long sanglot de l'homme blanc. Cette espèce de plainte, par laquelle l'homme européen exprime le regret éternel qu'il a d'avoir propagé le mal sur la totalité de la surface du globe. Je ne crois pas à cette thèse. Mais elle circule en Europe et en tout cas, elle est très relayée par nos enseignants. Nous avons fini par avoir honte de ce que nous sommes. Et je vous dis ces trois choses-là parce que, précisément, c'est ce qui rend la chose difficile, l'enseignement à la maison est l'antidote de ces trois dimensions. Elle est le contraire de ce que je viens d'évoquer. Elle est absolument enracinée dans les libertés fondamentales. Ça a été pleinement démontré tout à l'heure. Elle est absolument déterminée à être fière de ce qu'elle transmet et précisément, et donc à le transmettre. Elle est absolument déterminée à être efficace sur le plan pédagogique et à permettre aux enfants de se construire en acquérant du jugement, du sens critique, de la culture et les outils qu'il faut pour être un adulte qui réussira. Nous sommes, mes chers amis, vous êtes des intervenants de l'enseignement à la maison, je n'en suis pas un, mais vous avez compris que si je ne suis pas croyant, je suis largement sympathisant. Vous êtes des espèces d'antidotes à beaucoup de maux du monde contemporain. Mais de la même manière que vous êtes des antidotes, vous êtes aussi malheureusement pour vous, et nous sommes, moi qui vous soutiens, malheureusement pour nous, un peu comme la mauvaise conscience de ce monde. Et quand j'entends ce que me disait tout à l'heure M. Maillard, qui me disait, le secrétaire d'État, alors je ne sais plus de quoi il s'occupe, il y en a tellement de toute façon en France qu'on ne sait plus ce qu'ils font et même pas comment ils s'appellent. Enfin, il est quand même membre du gouvernement, malheureusement pour nous, se réjouissait il y a quelques jours de voir que les effectifs de l'enseignement à la maison avaient baissé de 30%, au motif que c'était une victoire contre le radicalisme. Quand vous entendez radicalisme, vous êtes prié de considérer que c'est du radicalisme musulman, bien entendu, qu'il s'agit.
Alors, moi, je n'ai pas de sympathie aucune pour le radicalisme musulman, ça va sans dire, pour aucun radicalisme que ce soit d'ailleurs. Mais enfin, cette rhétorique qui consiste à dire qu'il faut punir l'enseignement hors contrat, punir l'enseignement à la maison, parce qu'ils sont des ferments possibles qui nourrissent des mouvements qui sont opposés à la République. Personne ne dit plus jamais la France, d'ailleurs on dit beaucoup la République, on ne dit pas beaucoup la France, ça me chagrine aussi, c'est une petite parenthèse au passage. C'est évidemment un faux argument, mais ça permet d'embrasser dans la même condamnation absolument tout le monde. Combien y a-t-il de familles musulmanes qui pratiquent l'enseignement à la maison sur les 80 000? Allez, 3%, 5%, donc on parle de 400 foyers. Et on fait une loi pour 400 foyers. C'est-à-dire on va ennuyer 79 600 élèves pour 400 qui seraient, ou 500, même 1000, qui poseraient problème, mais que l'État joue son rôle, qu'il contrôle les 1000 et qu'il laisse les 79 000 autres faire ce qu'ils ont envie de faire. Plutôt que d'ennuyer tout le monde, ennuyer ceux qui posent problème et laisser aux autres la liberté. Mais j'y reviens, c'était un de mes points précédents. Les gouvernants d'aujourd'hui, ceux qui prônent le crédit social et le capitalisme de surveillance, n'aiment pas votre liberté. Elle est un obstacle à leur projet politique. Vous êtes des obstacles, nous sommes des obstacles à leur projet politique. Tout ce qui peut réduire votre capacité d'autonomie, votre liberté de jugement, vos moyens d'exercer cette autonomie, tout ça a vocation à être raboté, réduit ou contenu. Et pour tous nos amis européens qui sont dans cette salle, vous avez évidemment entendu parler des projets de l'Union européenne sur la monnaie numérique et la suppression de l'argent liquide, le passeport d'identité individuelle, le passeport sanitaire individuel et toute cette sorte de choses. Ne croyez pas que c'est pour votre bien. C'est contre tout ça aussi que de manière indirecte se bat l'enseignement à la maison, se bat l'enseignement hors contrat et se battent tous les systèmes pédagogiques qui se situent en dehors du flot institutionnel. Alors voilà, nous avons de nombreux adversaires. Ils sont puissants. Et nous avons été, vous comme moi, confrontés à de nombreuses reprises à ce que je vais évoquer maintenant. Comme on dit de temps en temps, c'est une expression française connue, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité monte par l'escalier. Et donc évidemment, celui des deux qui arrive en haut le premier n'est pas nécessairement celui qu'on voudrait. Ça ne doit pas nous empêcher de continuer à dire ce pourquoi nous nous battons, plutôt que de dire tout le mal qu'on pense des systèmes dont nous ne voulons pas. Ça, c'est un mal assez français, en tout cas. Encore une fois, je ne parle que pour nous, je connais assez peu la manière dont fonctionnent nos pays amis. Mais on est toujours enclin à dépenser davantage d'énergie, à dire voilà pourquoi je ne veux pas mettre mon enfant dans le système scolaire habituel. Disons plutôt pourquoi vous voulez le garder chez vous. Et il y a quelques papiers, là j'ai vu au bord de la fenêtre, apprendre à écrire sans larmes, par exemple. J'ai vu le titre de cet article que je trouve très très beau et très vrai. Qu'y a-t-il de positif dans l'enseignement à domicile? Quelles sont ses vertus? Pourquoi est-il plus efficace que les autres? Pourquoi est-ce qu'il est plus respectueux de l'apprentissage de l'enfant et de l'équilibre familial que d'autres systèmes? C'est ça qu'il faut dire. Peu importe que les autres systèmes ne marchent pas. Après tout, c'est le problème de ceux qui en sont responsables. Ce n'est pas le nôtre. Deuxième élément que je voudrais porter à votre réflexion, nous avons l'expérience, nous autres, chez EVIA, le parti que j'ai l'honneur de présider depuis 9 ans, d'avoir, comme je vous le disais, attaqué le gouvernement français sur des dispositions qu'il a prises pendant la crise sanitaire. Une sur la liberté de religieuse et l'autre sur une question d'égalité de remboursement de tests. Enfin, je vous passe le détail. Nous avons attaqué 5 fois, gagné 2. Des statistiques de 40%, c'est beaucoup mieux que beaucoup de batteurs du championnat national de baseball, cher monsieur Collet. Ils ne sont pas tous à 0,4 pour le coup. On aurait préféré gagner à chaque fois, mais moi qui ai une confiance extrêmement relative dans l'institution judiciaire de mon pays, et absolument aucune dans les instances judiciaires européennes, je vous le dis comme je le pense, je vous invite néanmoins
à chaque fois que vous le pouvez, à faire en sorte de faire valoir vos droits devant les institutions. Ça peut paraître paradoxal ce que je vous dis là, mais je ne connais pas d'autre moyen de le faire. Et je vois, troisième élément qui me paraît positif, pardon, je termine sur ce second, parce qu'il y a quand même des trucs un peu gros. Vous voyez, donc je sais bien que ça n'est pas vrai qu'en France d'ailleurs, mais la Cour européenne des droits de l'homme, comme notre Conseil constitutionnel et notre Conseil d'État, devraient être des gardiens des libertés, sont devenus des militants politiques. C'est une réalité. C'est terrible ce qui leur arrive. C'est un dévoiement de leur mission initiale qui est insupportable pour nous tous. Mais quand c'est trop gros, ils sont obligés de considérer qu'effectivement, pour ne pas se discréditer eux-mêmes d'une certaine façon, ils sont obligés de vous donner raison. C'est ce que nous a raconté M. Maillard tout à l'heure sur le délai de réponse de l'administration, enfin 1 semaine plutôt que 2 mois, on ne voit pas pourquoi. Donc là, voilà, de temps en temps, il y aura des failles comme ça, je vous invite à en profiter. Et nous ne sommes pas seuls. C'est ce que disait le général de Gaulle dans son appel du 18 juin 1940. Nous ne sommes pas seuls. Je veux vous témoigner, avant d'avancer rapidement vers ma conclusion, de cet échange que j'ai eu cette semaine avec une avocate parisienne. Nous avons pris position dans mon parti politique de manière extrêmement critique sur la gestion de la crise sanitaire, sur le vaccin, sur tout ça. Enfin, nous étions très en marge de l'opinion dominante sur ce sujet. Et en particulier, nous avons énormément critiqué la décision du Parlement français qui a conduit à la suspension des salariés français qui refuseraient d'être vaccinés. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Nous sommes un des rares pays, malheureusement, c'est une honte pour nous, à avoir pris cette disposition, qui est incompréhensible, absolument illégale, anticonstitutionnelle, anti tout ce que vous voulez, mais enfin, l'anesthésie générale fait que cette disposition est passée. On ne sait pas très bien combien de personnes sont suspendues pour avoir refusé de se faire vacciner et combien ont vu leur contrat de travail mis en l'air. Ce qui est sûr, c'est que, en ce qui concerne en tout cas les personnels soignants, des réseaux d'avocats se sont mis en place pour soutenir ces personnels, les identifier, les aider là où ils sont, mutualiser les frais d'avocat ou de justice, faire en sorte que ça coûte moins cher à chacune d'entre eux. Et je vois bien que petit à petit, en tout cas encore une fois dans mon pays, se déploient des tas de systèmes d'entraide, à part de l'organisation sociale habituelle, portés en particulier par des jeunes générations qui commencent à se dire « la vie institutionnelle, ça n'est plus pour moi, la vie dans les métropoles, ça n'est pas pour moi, la vie dans les grandes boîtes, ça n'est pas pour moi. Moi, je vais rouvrir une boulangerie, un garage, une boucherie, m'installer à la campagne, avoir un jardin, élever mes enfants. S'il y a une école et qu'elle est bonne, c'est bien. S'il n'y a pas d'école, c'est moi qui la ferai. » Ne croyez pas que ce phénomène en France soit marginal. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que l'enseignement à domicile a de très, très beaux jours devant lui, de même que l'enseignement des écoles hors contrat. Je suis ravi que la Fondation pour l'école se soit jointe à cette manifestation. C'était aussi une organisation que nous aimons bien. Voilà, mes chers amis, les quelques choses que je voulais partager avec vous ce matin. Et pour conclure, je voudrais vous dire d'abord merci pour tout ce que vous faites et pour l'énergie que vous déployez, à la fois pour vos enfants, pour en faire de meilleurs citoyens demain, ce qui nous profitera à tous, donc y compris à moi. Donc merci. Merci pour défendre cette belle idée, cette belle cause. Elle est vraie, elle est juste, elle va dans le sens du bien commun. Donc il y a toutes les raisons de le faire. Et je ne doute pas que nous finirons par obtenir gain de cause à la fin du compte. Vous savez, je me rappelle avoir entendu il y a des années maintenant, en 87 je crois, un général qui est mort maintenant, qui était président d'une très prestigieuse association d'anciens combattants, et qui dans ses réunions publiques en 86-87 disait « l'Union soviétique va s'effondrer ». Tout le monde le prenait pour un dingue. Parce que ça ne s'effondre pas, l'Union soviétique. Ben, si, ça s'est effondré. Il n'y a pas d'organisation humaine qui ait les promesses de la vie éternelle, comme on dit parfois. Pas davantage ceux qui nous empêchent d'éduquer nos enfants comme nous voulons. Merci à tous. Bravo. Merci de votre attention.